Bonjour, bienvenue dans Podcast Science, le balado qui fait aimer la science, épisode numéro 51, avec Mathieu toujours. Salut Mathieu. Salut professeur Fun. Avec Pierre Kerner, qui est avec nous pour le troisième et dernier volet de son énorme dossier sur l'arbre du vivant. Salut Pierre. Salut Alan et salut Mathieu. Salut Pierre. Et puis donc on va quand même préciser que c'est le 51e et dernier épisode de la première saison. Hurrah! Ouais, j'ai mis un petit effet de suspense comme ça. C'est juste la première saison, il y en aura une deuxième qui démarre droit derrière la semaine prochaine. Mais donc ça fait déjà une année, c'est cool. Ah, j'ai pas mis de son pour applaudir, c'est dommage ça. Ouais, ou le son des bulles de champagne pour fêter. C'est dommage que c'est pas le 50e parce qu'on aurait pu faire d'une pierre deux coups. Ouais, c'est vrai, mais bon, on s'est mal organisé. On n'a pas fini l'année sur le 50e. On n'a pas le sens des chiffres ronds. Ouais, ce sera pour la 100e, ma foi. Ouais, qui arrivera dans une année, plus ou moins. Si on tient le rythme. Ouais, si on continue à ce rythme-là. Ouais. Eh ben, ouais. Ok, donc, Pierre, sans plus attendre, on te repasse la parole pour la suite de ton dossier. Yes, le moment tant attendu, la classification phylogénétique du vivant. Tu peux juste nous rappeler un peu les différents sujets que tu avais traités dans les épisodes précédents, juste en 2 mots? Tout à fait. Alors, il y a 2 semaines, je présentais l'origine du vivant et la définition du vivant. La semaine dernière, je vous ai présenté l'historique des classifications phylogénétiques et qu'est-ce que c'était, l'historique des classifications du vivant et qu'est-ce que c'est qu'une classification phylogénétique, c'est-à-dire la méthode qu'on utilise à l'heure actuelle pour classifier le vivant. Et aujourd'hui, je vais enfin vous présenter la classification phylogénétique du vivant selon les données les plus récentes, je l'espère, actuelles. Nous sommes tout ouïe. Eh bien, soyez tout ouïe. Sur la classification phylogénétique du vivant, certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi le titre du dossier s'appelle l'arbre du vivant quand on va aborder la classification du vivant. Pourquoi un arbre? Un arbre. Pourquoi un arbre? Eh bien, tout simplement parce qu'un arbre représente facilement les relations de parenté. Comment représenter la généalogie autrement qu'avec un arbre? Je vous écoute. Des suggestions. Comme ça. C'est pas facile, quoi. Ouais, non, et donc, en gros, un arbre, une représentation facile et pratique pour représenter les relations de parenté. Par contre, il faut faire très très attention. C'est pas parce qu'on trouve un arbre dans un livre scientifique ou même dans un autre livre qu'il s'agit nécessairement d'un arbre phylogénétique. De la même manière, si vous vous trouvez dans une entreprise et devant un panneau qui représente un arbre hiérarchique, cela ne signifie pas que le PDG a engendré tous ses employés. Donc, soyons clairs. Effectivement. Il faut aussi distinguer un arbre phylogénétique d'un arbre généalogique. Ils sont tous deux issus de la même réflexion, mais dans un arbre généalogique, on peut répondre à la question qui descend de qui, tandis qu'avec un arbre phylogénétique, on ne peut répondre qu'à la question qui est plus proche de qui. Vous comprenez la subtilité? Ouais. Bon, quel que soit l'arbre qu'on utilise, dans n'importe quel arbre, il y a des branches, des nœuds et des feuilles. Les feuilles représentent les individus vivants à l'heure actuelle, et grâce aux branches et aux nœuds, on peut connaître leur relation de parenté. Je vais faire une petite parenthèse sur ça. Quand je dis que les feuilles représentent les individus à l'heure actuelle, ça peut être aussi les représentants des individus qu'on a découverts à l'heure actuelle. Un fossile, dans un arbre phylogénétique, se retrouve sur une feuille. Ok. Ça va? Ouais, ça va. Là où il y a une différence... Oui. Je vais t'embêter de nouveau, mais un fossile, comment dire ça? S'il y a une évolution à partir de ce fossile, il sera quand même. Je veux dire, si c'est un fossile on va dire d'un poisson préhistorique, voilà. Il y a une évolution chez les poissons, ce sera toujours une feuille, même s'il y a une évolution qui a suivi derrière? Tout à fait. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si ce fossile a transmis ses gènes aux générations suivantes. On ne connaît rien de ce fossile si ce n'est sa structure. D'accord. Ouais. Je suspectais une réponse comme ça, mais c'est bon.
C'est chiant, hein, on a envie de mettre les fossiles au niveau des nœuds et tout ça. Malheureusement, c'est pas possible parce que on n'a pas le registre, on peut pas savoir exactement qui est ce fossile. Et c'est pour ça qu'on dit, sachant qu'on ne sait pas si lui a participé véritablement, est un ancêtre véritable, autant le considérer comme un cousin. Bref. Donc, je reviens sur la différence entre arbre généalogique et arbre phylogénétique. La différence principale, c'est quand on considère les nœuds. Dans un arbre généalogique, les nœuds représentent des individus réels, de véritables ancêtres. Ce pas des images, hein. Ce sont des vrais gens. Comme je l'ai dit plus haut, quand on aborde les êtres vivants, c'est pratiquement impossible d'avoir accès aux ancêtres à l'heure actuelle. Du coup, les nœuds représentent des ancêtres hypothétiques. Et donc, là où la généalogie est une représentation directe du passé, la phylogénie ne s'attache qu'à reconstituer le passé. Et même si on a affaire à une phylogénie qui utilise des fossiles, ceux-ci seront placés sur les feuilles, comme je t'ai dit. On ne sait pas si le fossile qu'on tient dans la main est véritablement un ancêtre qu'on peut placer à un nœud. Ça se trouve, on tient un individu qui est mort avant de se reproduire. Dans le doute, on ne le considère pas comme un ancêtre et on le place au sommet de l'arbre, comme les autres espèces actuelles, ce qui va permettre de déterminer quand même avec quelles autres espèces le fossile est le plus proche. Donc, sur les nœuds d'un arbre phylogénétique, comme ce sont des ancêtres hypothétiques, ce que fait les fossiles quand on les met dans un arbre phylogénétique, c'est permettre de déterminer avec plus de précision les caractères que possédait cet ancêtre hypothétique. Tu comprends maintenant un peu mieux, Mathieu ? Ah ouais. Donc, oui, tu as par exemple un fossile qui a des caractéristiques uniques et qui va, si tu le mets dans un certain arbre, se regrouper plus ou moins avec d'autres espèces. Du coup, grâce à ces caractères uniques que tu trouves dans ce fossile, tu vas pouvoir inférer sur ce que possédait l'ancêtre de ce poisson, par exemple, et tout le reste des descendants de cet ancêtre. Mhm. Voilà, c'est ça la subtilité entre généalogie et phylogénie. Okay. Bref, tâchons de classifier le vivant. Hein. L'un des plus grands bouleversements qu'a subi la classification du vivant ces dernières années concerne la division du monde vivant. Historiquement, on partageait le vivant en deux domaines distincts. Les organismes dont les cellules portent un noyau, qu'on appelle des eucaryotes, avec par exemple des organismes unicellulaires comme la levure, l'amibe, mais aussi des organismes pluricellulaires comme les plantes, les champignons, les animaux, etc. Tout cela, ce sont des organismes qu'on appelle eucaryotes. Et toutes les cellules de ces organismes eucaryotes portent un noyau. Les organismes dont les cellules ne portent pas de noyau sont appelés des prokaryotes, avec par exemple les bactéries. Donc historiquement, on partageait le vivant entre prokaryotes et eucaryotes. En ce qui concerne la classification d'organismes unicellulaires, qui forment la majorité des organismes vivants, les phylogénéticiens du début du XXe siècle avaient évidemment beaucoup de difficultés à trouver des caractères homologues pour réaliser leur phylogénie. Au final, quand on a un organisme unicellulaire devant soi, il n'y a qu'une cellule. Donc c'est en effet plus difficile de trouver des similitudes entre des organismes qui ne sont formés que d'une seule cellule que de trouver des similitudes chez différentes espèces d'animaux qui présentent des caractères morphologiques complexes et visibles facilement comparables. D'accord ? Donc en gros, quand on se retrouve dans une cellule, le comparer avec une autre cellule et dire c'est quoi les caractères sur lesquels je peux baser ma phylogénie, c'est pas facile. Heureusement, avec l'avènement de la génétique moderne et l'accès aux séquences du patrimoine génétique de ces organismes, les chercheurs se sont trouvés dotés d'une ribambelle de nouveaux caractères comparables entre les organismes vivants. On peut ainsi comparer la séquence de gènes qui ont été conservés entre toutes les espèces vivantes depuis plus de 3 milliards d'années. Les séquences de gènes peuvent, au même titre qu'une particularité morphologique, être considérées, grosso modo, comme des caractères homologues. Et donc on va pouvoir trouver des caractères homologues apportant une innovation évolutive. Et enfin, on va pouvoir établir une phylogénie de toutes ces espèces en groupe monophylétique. Tout va bien ? Tout va bien. Et donc, c'est avec tous ces nouveaux outils génétiques que Carl Woese et George Edward Fox ont décidé de classer tous les prokaryotes. Donc, comme je vous le dis, ils ont pris des échantillons d'espèces, ils n'ont pas pris toutes les espèces de prokaryotes, ils ont pris des échantillons de certaines espèces, mais ils voulaient quand même réaliser une classification des prokaryotes. Et leur résultat fit l'effet d'une bombe.
À la base de l'arbre, témoignant du début de l'histoire de toutes les espèces, le monde du vivant n'était plus divisé en 2 domaines, mais en 3. Ceux-ci portent les noms suivants: eucaryotes, eubactéries et archées. Les eubactéries et les archées sont des groupes d'organismes unicellulaires sans noyau. Mais on ne peut plus les regrouper en tant que prokaryotes, car le gouffre génétique qui a été trouvé entre eucaryotes et archées est aussi large que celui qui sépare eubactéries et eucaryotes et eubactéries et archées. Vous comprenez? En gros, c'est 3 domaines totalement différents du vivant. Pire, le fait... Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas pu... Bon, tu dis que génétiquement, ces 2 types de prokaryotes sont aussi éloignés entre eux qu'avec un eucaryote, mais on n'aurait pas pu tout au sommet dire ok, il y a eucaryote, prokaryote, et chez les prokaryotes, il y a 2 sous-types qui sont les 2 clades. Si ça avait été le cas, on l'aurait trouvé par une phylogénie. Parce que si ça avait été le cas, on aurait trouvé des innovations évolutives spécifiques aux eubactéries et aux archées. Mais c'est pas le cas. Eh ben non. D'accord. En fait, comme je vous rappelais, avant, on ne fait plus les phylogénies sur des caractères ancestraux. Donc si par exemple on prend l'absence de noyau et qu'on considère que c'est un groupe ancestral, le groupe des prokaryotes a été fondé sur un groupe ancestral, en imaginant que le noyau était une innovation évolutive ultérieure. D'accord? Or, c'est plus comme ça qu'on fait les groupes. Parce que si on fait ça, justement, on arrive à des erreurs. On arrive à un caractère qui a été transmis à toutes les descendances. Si la première cellule n'avait pas de noyau, elle a transmis ce caractère pas de noyau à toute sa descendance. Donc, ce n'est pas un caractère qui permet de retrouver un groupe unique de parenté. C'est un groupe qui permet uniquement de dire que le vivant vient probablement d'une protocellule qui n'avait pas de noyau. C'est tout. D'accord ? Par contre, quand on a pris plein de gènes, on a pris des molécules qui sont à la base de la surface des eubactéries, des archées et des eucaryotes, ils étaient aussi inclus justement dans cette étude pour pouvoir permettre de comprendre comment les uns s'agençaient avec les autres, comment les prokaryotes s'agençaient par rapport aux eucaryotes. Pour eux, c'était facilement comparable. Mais on a trouvé qu'il y avait autant de caractères innovants chez le bactérie qui étaient complètement absents des eucaryotes et des archées, et vice-versa. Ouais, je comprends. Et le pire, c'est le fait que l'on ne possède pas de groupe extérieur pour le comparer avec ces 3 domaines, fait que l'on n'arrive pas à savoir quel groupe a émergé en premier. C'est ça qui est plus horrible avec cette base du vivant à 3 domaines. Est-ce que ce sont les eubactéries dont certaines populations ont ensuite donné naissance aux archées et aux eucaryotes? Ou est-ce que ce sont les archées? Ou encore les eucaryotes? Pour l'instant, impossible à dire. On a donc un bel arbre avec 3 branches initiales, mais le tronc reste inconnu pour l'instant. C'est très frustrant, mais pour l'instant, on arrive petit à petit peut-être à accumuler des preuves, mais il faut s'imaginer qu'on essaie de trouver des preuves sur des événements qui ont eu lieu certainement il y a 3,5 milliards d'années. Donc, elles ont eu le temps de se faire effacer dans les génomes. Toujours est-il que cette révolution a apporté un vent de fraîcheur dans les esprits, car tous les scénarios évolutifs devenaient envisageables, y compris celui où des organismes qui sont complexes à l'heure actuelle, les eucaryotes, auraient émergé avant le lignage des organismes les plus simples de la planète, eubactéries et archées. Ouais, c'est incroyable ça. C'est complètement contre-intuitif. C'est contre-intuitif, mais la phylogénie, si elle est faite de manière rigoureuse, peut permettre d'établir des liens de parenté, et uniquement après, ces liens de parenté vont permettre de comprendre comment des caractères ont été acquis ou perdus. Et c'est là où on peut s'apercevoir que la phylogénie, ça permet de trouver des liens de parenté, mais pareil, après, les scénarios évolutifs qui découlent de ces phylogénies peuvent être parfois complètement abracadabrants, comme celui-là. Yep. Bref, un petit mot sur chacun des protagonistes de l'histoire. Les eubactéries sont donc des organismes unicellulaires dépourvus de noyau et rassemblent la plupart des bactéries que nous connaissons couramment.
Escherichia coli, pour la plus connue de ces temps-ci, Bacillus anthracis, alias l'agent de l'anthrax, Vibrio cholera, l'agent du choléra, Treponema pallidum, l'agent de la syphilis, Yersinia pestis, l'agent de la peste, bref, un bon lot de saloperies pour quelques espèces cruciales à notre survie. Au rang des bactéries essentielles, il y en a quand même une de taille, les cyanobactéries, sans lesquelles nous ne pourrions pas respirer à la surface de la Terre. C'est grâce à elles si l'atmosphère terrestre a vu son taux de dioxygène s'élever de 1% aux 20% qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc, sympa, les cyanobactéries, finalement, on les garde, ouais. Voilà. Donc, maintenant, au domaine des archées. Les archées, ayant été découvertes assez récemment, restent une sorte de terra incognita de la microbiologie. Ce sont également des organismes unicellulaires sans noyau. La majorité des archées découvertes sont extrémophiles. Donc, vous en avez déjà parlé dans un précédent podcast. Mm-hmm. Et donc, les extrémophiles peuvent survivre et pulluler dans des environnements très hostiles, comme les geysers, les cheminées hydrothermales, les rejets d'acide de certaines mines, etc. Mais on en trouve de plus en plus dans des lieux ordinaires, tout simplement parce qu'on commence à se mettre à les rechercher, notamment notre estomac. Certaines sont même indispensables à la survie d'espèces animales comme les termites, dont l'estomac est rempli d'archées méthanobactériales, les archées méthanobactériales, qui convertissent l'hydrogène en méthane et permettent la digestion du bois dont raffolent les termites. Donc cette fois-ci, c'est les termites qui disent merci les archées. Donc enfin, on va passer au troisième domaine, celui des eucaryotes. Bien qu'une partie des eucaryotes soit unicellulaire, il s'agit de la seule lignée du vivant d'où a émergé des organismes pluricellulaires. Vous avez compris ? Yep. Voilà. Donc il n'y a pas d'archées, il n'y a pas de bactéries qui forment des organismes pluricellulaires. En tout cas, on n'en a pas trouvé. Donc ces organismes pluricellulaires, ils contiennent nous, Homo sapiens. Donc nous sommes des eucaryotes, mais au même titre qu'une fougère, une amime et une levure. Les cellules eucaryotes sont caractérisées par la présence d'un noyau qui contient l'information génétique de la cellule. Alors, juste si j'ose interrompre, on a une idée de pourquoi il n'y a que les eucaryotes qui ont permis l'émergence d'organismes pluricellulaires ? Non. D'accord. Ok, il n'y a pas une incompatibilité fondamentale entre des cellules de bactéries ou d'archées à s'assembler. Enfin, il n'y a pas une incompatibilité mécanique ou... Alors, il y a peut-être l'histoire des eucaryotes a été émaillée d'événements vraiment improbables dont je vais parler à la suite, qui font que, avec l'acquisition d'innovations évolutives improbables, il y a des bonds de complexité qui ont été acquis par les eucaryotes qui leur ont permis à terme, pour certaines de ces lignées, d'acquérir une pluricellularité. Ok. Voilà. Mais sinon, quand je dis non, il n'y a pas d'idée, c'est juste non, je ne les connais pas. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus éclairé que moi. Bref, les auditeurs de podcast ont probablement écouté l'émission sur les mitochondries, qui sont une autre caractéristique spécifique aux eucaryotes. J'espère. Sinon, il faut absolument qu'ils se ruent vers l'épisode, je ne sais lequel. Est-ce que vous le savez, Alan ou Mathieu ? Comme ça, non, mais on peut trouver. Bon, c'est pas grave. En gros, il faudra qu'ils le retrouvent. Ce sont ce qu'on appelle des organelles, les mitochondries, des petites structures annexes au noyau qui baignent dans le milieu intracellulaire qu'on nomme le cytoplasme. Donc, les mitochondries sont hors du noyau, dans le milieu qui baigne, dans lequel baigne le noyau, et ce milieu s'appelle le cytoplasme. Ces structures sont dotées de 2 membranes et sont indispensables à la respiration cellulaire. C'est grâce aux mitochondries que des molécules comme des sucres ou des lipides sont converties par oxydation en énergie chimique. Certaines cellules eucaryotes ont d'autres organelles comme les chloroplastes qui confèrent aux cellules eucaryotes qui les portent la capacité de photosynthèse. Ce qui a souvent laissé pantois les chercheurs, c'est que les chloroplastes et mitochondries possèdent leur propre ADN et sont capables de se diviser dans la cellule eucaryote. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a laissé perplexe très longtemps les chercheurs. Tu voulais intervenir, Alan ? Non. Non. Enfin, oui, ce n'est pour dire que... pardon, c'était l'épisode 21, c'est tout. 21, très bien, voilà. D'accord. Donc si vous voulez entendre un petit peu plus sur les mitochondries, leur fonctionnement et ce qu'elles permettent de faire, allez dans l'épisode 21. Surtout dans cet épisode, Professeur Fun avait justement parlé de l'ADN mitochondrial, justement.
Exactement, voilà, donc pour prouver mon point, en effet, chloroplaste et mitochondrie possèdent un ADN. Donc l'idée de génie qu'ont eu Carl Woese et Gary Olsen, plusieurs années après leur première découverte, c'est d'utiliser les séquences de certains gènes mitochondriaux et chloroplastiques pour faire leur phylogénie. Et ça donnait une nouvelle bombe dans le monde de la biologie. Donc c'est une habitude pour le bombardier qui est Carl Woese, au passage. Les mitochondries et les chloroplastes se placent dans l'arbre du vivant au sein du groupe des eubactéries. Alors comment interpréter ce résultat? Ça simplifie pas les choses, effectivement. Ça voudrait dire, attends, si j'ai bien suivi, qu'une eubactérie pourrait se trouve à l'intérieur d'un eucaryote. Exactement. L'interprétation de ce résultat, cela signifie que les mitochondries et les chloroplastes sont des reliques de bactéries qui sont coincées dans les premières cellules eucaryotes. On ne sait pas s'il s'agit d'une symbiose, d'un parasitage ou d'une digestion inachevée. Toujours est-il que les cellules eucaryotes sont toutes des chimères, avec un peu de bactéries les accompagnant perpétuellement. C'est peut-être la plus vieille et la plus longue histoire d'amour jamais racontée. Et pourquoi pas la raconter en musique, d'accord? Alors attention, voilà comment on pourrait écouter le premier phénomène d'intégration des mitochondries dans les cellules eucaryotes. Donc, imaginons qu'on ait une eubactérie. Et voilà ce que c'est qu'une cellule eucaryote actuelle. Donc, on entend les deux sons. Ça veut dire que les chimères, ça veut dire que l'eucaryote est une chimère portant deux génomes systématiquement quoi qu'il arrive. La cellule eucaryote, à partir de cet événement, n'est que ces deux sons cumulés. Il ne sera jamais plus que l'une ou plus que l'autre. Et voici le son d'une cellule photosynthétique. Quand on parle de chimère, c'est au sens le plus profond du terme. En effet, si les mitochondries et les chloroplastes restent dans les cellules eucaryotes, c'est notamment dû au fait que leurs génomes se sont complètement mélangés. On retrouve dans le génome de la mitochondrie des bouts de génome d'origine eucaryote et vice-versa. Et c'est la même chose pour les chloroplastes. C'est pour ça que le terme de chimère est par les eucaryotes à l'heure actuelle. Donc, maintenant, on va continuer notre exploration de la classification du vivant en se penchant un petit peu plus sur les eucaryotes. Vous avez des questions sinon? Non, jusque-là, tout va bien pour moi. Non, ça va bien. Mathieu? Ça va bien. Très bien. Donc, autant le dire tout de suite, à l'oral, il est quasi impossible de représenter la classification de ces organismes dont on a recensé récemment plus de 8 millions d'espèces. L'arbre des eucaryotes est un arbre gargantuesque aux branches innombrables. Il y a pourtant un aspect qu'on peut transmettre à la base de l'arbre des eucaryotes. Ceux-ci se sont scindés en deux lignées bien distinctes, les unicontes et les bicontes. Je répète, deux domaines des eucaryotes, unicontes et bicontes. Okay. Tous les organismes bicontes, à la base, tous unicellulaires, portent deux flagelles, cette sorte de petite queue qui sert à la propulsion. Tandis que les organismes unicontes, également tous à la base unicellulaire, ils n'en portent qu'un. Chez ces deux lignées, il y a eu émergence de la pluricellularité, plusieurs fois d'ailleurs, une convergence évolutive de taille. Et donc au passage, certaines cellules que les organismes pluricellulaires eucaryotes produisent gardent une relique de ces deux innovations évolutives, celle de la présence de deux flagelles ou de un flagelle. Les unicontes pluricellulaires produisent en général des spermatozoïdes avec un seul flagelle, tandis que les bicontes produisent en général des spermatozoïdes avec deux, voire plusieurs flagelles. Excellent. D'accord, donc nous, on est des unicontes. Ah bah bravo, je vois que tu suis. Les bicontes d'une part et les unicontes d'autre part forment deux groupes monophylétiques, c'est-à-dire un ancêtre et tous ses descendants. On y trouve chez les bicontes la lignée verte, alors la lignée des organismes ayant effectué la première endosymbiose chloroplastique, et non pas un roman de Stephen King, mais aussi des paramécies ou encore des apicomplexés. Donc là, je dis des gros mots, mais il va falloir un petit peu s'habituer avec la classification du vivant. Malheureusement, on est obligé de s'habituer à utiliser des termes extrêmement scientifiques qui regroupent certains organismes. Donc les apicomplexés, par exemple, ce sont les agents de la malaria ou de la toxoplasmose. Okay. Et qui font partie des bicontes, qui sont plus proches de la lignée verte que des unicontes. Les unicontes, quant à eux, regroupent l'ensemble des espèces animales, mais aussi le groupe des champignons ou encore celui des amibes. Vous avez donc bien entendu, les animaux sont, en termes de parenté, plus proches des champignons et des amibes que d'un sapin.
C'est fou, ça. Et ce, quelle que soit la complexité des champignons. La levure, organisme unicellulaire appartenant au groupe des champignons, est plus proche de l'humain que de n'importe quelle plante. La séparation arbitraire classique du règne animal et végétal a enfin totalement explosé. Ouais, c'est ce à quoi je pensais justement. Ouais, voilà, donc c'est un peu justement l'utilisation des méthodes phylogénétiques et surtout la recherche de parenté en utilisant des caractères homologues issus d'une innovation évolutive. C'est ça qui a permis de retrouver des groupes qu'on ne soupçonnait pas. Et en fait, tu avais parlé dans l'épisode précédent qu'en fait c'était une innovation évolutive qui permettait de classer en groupes. Ouais. Donc des groupes myophylétiques. Ouais. Et donc dans le cas de ces deux, je me rappelle déjà plus les noms, les les unicontes et les bicontes. Ouais, les bicontes et les unicontes. L'innovation évolutive, c'est la flagelle dans un cas et les deux flagelles dans l'autre ou... Le problème, c'est qu'on ne sait pas la polariser. On ne sait pas si le caractère ancestral était d'avoir un seul flagelle ou d'en avoir deux. Toujours est-il que c'est une innovation évolutive qui est partagée d'un ancêtre à l'autre. Mais donc, c'est justement ce nouveau groupe est dû à la flagelle, à l'innovation liée à la flagelle. C'est ça le facteur innovation. C'est une manière extrêmement simplifiée de le dire parce qu'on n'a pas utilisé uniquement le flagelle pour le faire, on a utilisé une batterie de caractères morphologiques, une batterie de caractères moléculaires et génétiques pour en arriver à cette conclusion. Après, il y a des idées qui se distinguent et des trucs qui sautent aux yeux qui font « Ah, alors, maintenant qu'on a obtenu deux groupes avec toute cette batterie de caractères qu'on a utilisée, ah bah là, je vois que dans ce groupe tout nouveau, on trouve uniquement des espèces qui ont à l'état unicellulaire deux flagelles. Et là, quand je vois les organismes unicellulaires de cet autre groupe, j'en trouve uniquement avec un flagelle. Ah bah, je vais en profiter pour appeler chacun de ces groupes uniconte ou biconte, qui veut dire un ou deux flagelles. D'accord. Mais c'est pas seulement ce critère-là qu'on a pris. Ce critère, c'est plus une conséquence de nombreux facteurs différentiels. Exactement. C'est juste un truc qu'on observe à l'heure actuelle et qui va permettre de nommer le groupe. Mais généralement, il y a un nombre incalculable de caractères qui sont utilisés pour pouvoir justement arriver à cette conclusion, à cette séparation. Ok. Donc aussi, j'en profite au passage pour appuyer sur un point crucial concernant cette révolution. Le fait d'être doté de capacités de photosynthèse n'est pas une innovation évolutive caractérisant la lignée verte. C'est-à-dire, on l'a trouvé ailleurs ? Rappelez-vous, les chloroplastes sont des reliques de cyanobactéries. Ah oui. Et il y en a encore plein à travers le monde. Ce ne sont pas des plantes pour autant. Donc le fait de faire de la photosynthèse, ça ne garantit pas de se trouver dans un groupe monophylétique. D'autre part, il y a beaucoup d'autres organismes eucaryotes qui sont capables de photosynthèse. Classiquement, ils étaient regroupés sous le nom d'algues. Eh bien, les algues, c'est qu'un groupe qui n'a aucune valeur phylogénétique. C'est un patchwork d'organismes pas du tout apparentés, avec en son sein des espèces unicontes et bicontes. Un vrai fouillis sans aucun sens. D'accord. Donc, algues, c'est juste un regroupement conceptuel, comme ça Exactement, qui n'a pas de sens en termes de phylogénétique. D'accord. Voilà. Okay. C'est un peu comme les constellations. Voilà, exact. C'est tout à fait une très très bonne manière justement de décrire comment des mauvaises conceptions peuvent arriver. C'est une vue de l'esprit parce qu'on a fait ces groupes sur des mauvais caractères. Ouais. Oui, mais tu as parlé de la photosynthèse chez les algues, mais en fait, vu que c'est une sorte de constellation de différents organismes eucaryotes, c'est pas l'algue en soi qui fait la photosynthèse, c'est les organismes qui se trouvent dedans qui sont responsables de la photosynthèse. Tout à fait, mais ce que je voulais dire, c'est que par exemple la lignée verte était caractérisée par le premier événement d'endosymbiose avec des chloroplastes. Donc on pourrait se dire que chez les eucaryotes, les organismes qui sont capables de se photosynthèse sont tous regroupés dans la lignée verte. Or, ce n'est pas le cas. Il y a eu des cas d'endosymbiose ultérieurs. Et donc, c'est ça les algues. C'est des organismes qui n'appartiennent pas à la lignée verte, qui sont différents, qui peuvent parfois être des unicontes, le groupe qui contient la lignée verte, mais aussi des bicontes, le groupe qui nous contient nous. Et il y a des organismes unicellulaires bicontes qui ont acquis des chloroplastes.
À vrai dire, gros spoiler sur un article que je vais faire dans peut-être des semaines et des semaines prochaines. Il y a à l'heure actuelle des animaux, notamment une limace marine qui a acquis des cellules chloroplastiques et donc qui est capable de photosynthèse. Une limace capable de photosynthèse. Bah, ça, c'est typiquement le genre de news qu'on s'attend à trouver sur ton blog, effectivement. Voilà. Je vois pas où on pourrait les trouver ailleurs. Et si on devait faire le groupe d'animaux, d'organismes marins, et donc pas terrestres comme la plupart de l'univers, mais d'organismes marins qui sont capables de photosynthèse, on devrait mettre cette limace dans le groupe des algues. Problématique. Effectivement. Donc l'idée de photosynthèse est un mauvais critère, c'était pas une innovation évolutive. Ouais. Enfin, une innovation évolutive qui a été transmise d'un ancêtre à tous ses descendants. Mm-hmm. Ok, ouais, c'est très clair. Ouais. Bon, maintenant je sais qu'il vous démange de savoir maintenant où sont les animaux dans cette classification. Ouais, où sont les animaux dans cette classification? Eh bien, les animaux font partie, comme je le disais, du groupe des unicontes. On donne au groupe monophylétique des animaux le nom de métazoaires. Il faut garder en tête que pour affirmer que toutes les espèces animales forment un groupe monophylétique, les chercheurs ont utilisé de très nombreux outils pour réaliser leurs arbres avec une batterie de preuves moléculaires, anatomiques, fossiles, etc. pour appuyer sur cette hypothèse. De nos jours, le groupe des métazoaires semble robuste. On sait que les métazoaires sont tous pluricellulaires. Par contre, ce n'est pas un critère qui permet de regrouper les métazoaires. La pluricellularité a émergé plusieurs fois au cours de l'évolution. C'est seulement après avoir conclu que les métazoaires forment un groupe qu'on peut se demander quelles sont les véritables innovations évolutives qui les caractérisent, comme on avait expliqué avec le critère des flagelles, qui est uniquement une conséquence de la détermination que ces groupes existent. Je vous préviens, c'est pas folichon. Hein. Les métazoaires sont ainsi caractérisés par leur capacité à produire du collagène, la structure de leurs spermatozoïdes, la production asymétrique de gamètes femelles, des liaisons cellulaires particulières appelées desmosomes. Bref, rien de transcendantal au final. Les innovations évolutives qui ont accompagné l'émergence des métazoaires, c'est pas quelque chose de complètement abracadabrant par rapport au reste des innovations évolutives qui caractérisent les autres groupes. Donc encore une fois, une manière un petit peu de casser l'idée que les métazoaires sont quelque chose d'extrêmement spécial dans le vivant. C'est juste, ils ont des critères de complexité peut-être différents du reste du vivant, mais en ce qui concerne leur histoire évolutive, bah, c'est un peu kiff bourrico, c'est un peu comme d'habitude, quoi. Des innovations évolutives sélectionnées. On repassera pour les origines glorieuses. Voilà. Quels sont donc les différents groupes de métazoaires? Petite question avant que tu continues. Est-ce que dans ton dossier, tu vas nous mettre une sorte d'arbre qui représente un peu tout ce que tu nous dis là? Bien sûr. Parce que là, je sens que je vais me perdre bientôt, mais continue. C'est sûr. Et d'ailleurs, je vais pas continuer à faire ça indéfiniment en vous comparant 25 groupes que vous devez avoir en mémoire pour pouvoir les jongler. Je vous donne juste des groupes qui sont notamment intéressants pour répondre à ta question originale, Mathieu, mais surtout pour pouvoir avoir un peu une idée du vivant. Le mieux, c'est quand même de ne pas le faire ça en format audio, mais visuel. Et donc, je vais me tâcher de trouver exactement toutes les bonnes illustrations concernant ces points. Okay. Il n'y a pas de souci. Ce serait trop dur sinon. Donc, je disais, quels sont les différents groupes de métazoaires? On arrive à un point où la communauté scientifique connaît plus de remous. C'est-à-dire qu'elle est un peu plus changeante. Il y a beaucoup d'idées qui se heurtent. On en est un peu dans un milieu variable de la communauté scientifique. Qu'à cela ne tienne, je vous tiendrai au courant si tout ce que je dis aujourd'hui subit une nouvelle révolution suite à des découvertes fondamentales ultérieures. Ouais, bien sûr, tu reviens quand tu veux. Cool. À la base des métazoaires, il y a le groupe des éponges. Le premier groupe à avoir divergé du reste de l'ensemble des métazoaires. Pour l'instant, pas de problème. Ok, allons-y, jusque-là ça va, ouais. Les éponges n'ont pas de plan d'organisation caractéristique, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver une symétrie chez elles. Ouais. Il ne faut pas les prendre pour des bouseuses pour autant. Il existe par exemple certaines espèces d'éponges carnivores, dont une espèce dont je parlais sur mon blog et dont je mettrai le lien sur ce dossier. Donc, c'est pas parce qu'elles n'ont pas de symétrie qu'elles ne sont pas capables de nous bouffer.
Ok. Des éponges mangeuses d'hommes. Mais Bon, c'est plutôt mangeuse de crevettes, mais bon, D'accord. qu'à cela ne Ah, tienne. quand même. Ouais, c'est vrai. qu'est-ce qu'à voir la symétrie là-dedans? Justement, c'est parce que je vais vous parler après de d'autres groupes qui sont chez les métazoaires et qui présentent une symétrie. D'accord. L'importance de comprendre cette opposition par rapport aux éponges, c'est justement que les éponges n'ont pas de plan d'organisation, tandis qu'on va en trouver un sur les groupes plus tard. Et ces plans d'organisation sont une des innovations évolutives absolument cruciales de ces autres groupes. Ok. Donc c'est pour ça c'est un peu important d'avoir ça en tête. Ok. Il existe un second groupe à la base des métazoaires. Le problème, c'est qu'il ne contient qu'une seule espèce. Une espèce qui s'appelle Trichoplax adhérens. C'est un organisme totalement incongru, une sorte de tapis de cellules qu'on a découvert par hasard poussant dans un aquarium. À lui tout seul, il forme le groupe des placozoaires, c'est-à-dire en gros des animaux sous forme de plaques. Mais il faut l'avouer, il est très difficile de savoir de quel groupe cette drôle de bestiole est la plus proche. À vrai dire, il est probable que, là je vous l'ai présenté comme étant à la base des métazoaires, mais ça se trouve, c'est une espèce qui appartient à un groupe d'organismes qui avait à l'époque une symétrie et qui l'a perdue plus tard. Donc, puis, c'est très difficile de la placer, notamment parce qu'on n'a trouvé à l'heure actuelle qu'une seule espèce. Mais toujours est-il que c'est important de savoir, de connaître cette espèce-là. Si tu le dis. Ouais. Tout le reste des métazoaires forme un groupe monophylétique très robuste avec de nombreuses innovations évolutives marquées. C'est le groupe des E-métazoaires. Donc E-métazoaires, c'est écrit avec EU au début. Les E-métazoaires sont caractérisés par un système nerveux, les éponges n'en ont pas, la production de nombreuses cellules différenciées, la présence d'une cavité digestive différenciée, etc. Disons que les E-métazoaires, ce sont les animaux qui ont de la gueule. Et dans le sens premier du terme même. Ce sont à vrai dire les animaux qui présentent dans la grande majorité des cas un plan d'organisation. Donc c'est là où je vais peut-être aborder le concept de plan d'organisation. Ah, ok. Exactement. Un plan d'organisation, justement, ça va main dans la main avec cette idée de symétrie. D'accord. Chez les eumétazoaires, on retrouve deux groupes d'émergence précoce qui possèdent une symétrie radiaire. 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 Radiaire, d'accord. Comme radial. Ouais. On peut dire symétrie radiale ou symétrie radiaire. Donc ces deux groupes s'appellent les cnidaires et les cténophores. Donc vas-y que je t'embrouille avec mes mots d'extraterrestres. On l'a refait en compréhensible. Les premiers eumétazoaires qui se sont séparés évolutivement du reste de leurs cousins sont des organismes dont les descendants actuels possèdent un plan d'organisation particulier. Ils ont tous un axe principal de symétrie et c'est tout. Un axe. Donc devant, derrière, ou en haut, en bas, c'est ça? Ce que tu veux, tout ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas différencier la droite de la gauche. D'accord. Seulement le haut, le bas, ou l'avant et l'arrière, comme tu veux. Ok. Seulement un axe de symétrie. Oui. D'accord. Ça, c'est les cnidés ou les cténophores? Les deux. Ah, les deux, d'accord. Ok. Mais on ne sait pas s'ils se regroupent ensemble. C'est encore problématique. Toujours est-il que eux, ils ont une symétrie radiaire. Ces animaux appartiennent à des groupes qu'on a appelés cnidaires et cténophores, comme je vous le dis. Et donc, quelques exemples d'espèces sont les méduses. Donc là, vous retrouvez un petit peu cette idée d'un axe principal de symétrie. On ne peut pas donner la droite et la gauche d'une méduse. En fait, le plan, tu peux couper une méduse dans tous les sens, tu retrouveras à peu près la même chose, à gauche et à droite. D'accord ? Les coraux, donc les méduses et les coraux, c'est ceux qu'on connaît tous. Et pour ceux qu'on connaît moins, il y a les siphonophores, les groseilles de mer et les ceintures de Vénus, donc on connaît moins, mais qui ont des noms qui claquent. Groseille de mer, ça le fait quand même. C'est excellent. Ok. Le reste des eumétazoaires provient d'une lignée dont l'innovation évolutive principale est qu'ils possèdent une symétrie bilatérale, donc qui s'oppose à la symétrie radiaire. La symétrie bilatérale, c'est un plan de symétrie qui passe le long du corps pour le séparer en deux parties égales et qui permet de définir une partie droite et une partie gauche, un dos et un ventre, une partie antérieure et une partie postérieure. Du coup, il est assez compréhensible que ces animaux à la symétrie bilatérale soient regroupés sous le nom de bilatériens. Ok. D'accord ?
Donc, chez les eumétazoaires, pour résumer, on trouve des cnidaires, des cténophores et un groupe très très fort avec une symétrie bilatérale qu'on appelle les bilatériens. Les bilatériens ont acquis une ribambelle de caractères issus d'innovations évolutives. Ils possèdent notamment une tête différenciée, ce n'est pas le cas d'une méduse, un système nerveux central, ce n'est pas non plus le cas d'une méduse, et au passage, vous l'aurez peut-être remarqué, l'être humain appartient à la lignée des bilatériens. Ouais, pas tous. Bah, Allez, je me tais. D'accord. Non, mais c'est vrai. En tout cas, c'est vrai. Ils appartiennent à ce groupe. Ouais. Après, tu peux faire des jugements de valeur, mais ça n'empêche qu'ils appartiennent à ce groupe, c'est sûr. Continuons à explorer le groupe des bilatériens. Celui-ci est scindé en 2 groupes extrêmement importants. Le groupe des deutérostomiens et le groupe des protostomiens. Je sais, là, je commence à partir avec des mots qui deviennent de plus en plus complexes, mais ça permet un petit peu de mettre les choses au clair. Avec les images, ça deviendra limpide, je l'espère. D'accord, donc tu as dit deutérostomien et protostomien. Protostomien. Okay. Moi, je suis absolument incapable de retenir ces noms. Je suis impressionné, professeur Fun. Mais bon. Ah, mais je les note. Moi, je triche, je note. Très bien. Ouais. Le problème, en fait, c'est que c'est des gros mots extrêmement lourds de sens scientifique, mais au moins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont beaucoup plus valides que ceux qu'on utilisait du temps de la classification classique et qui étaient tout aussi compliqués. Solomate, asolomate, pseudosolomate, tout ça, ce sont des groupes qui étaient utilisés dans la classification classique et qui ont été remis en cause et remplacés par des groupes maintenant qu'on juge monophylétiques, le groupe des deutérostomiens et des protostomiens. Les groupes des solomates, acélomates et pseudocélomates s'agissait de groupes qui avaient été déterminés sur l'absence de caractère évolutif plutôt que la présence d'une innovation évolutive. Donc ça, c'est un piège bêta, sans rappeler le problème qu'on a eu avec la distinction erronée entre prokaryotes et eucaryotes. On voit une absence de caractère, on va en faire un groupe, c'est quasi assuré qu'on se pète la gueule. Je pense à toutes ces générations de biologistes qui se sont tapés l'apprentissage par cœur de tous ces trucs-là pour rien. C'était oui, justement, maintenant, l'accent dans l'apprentissage des phylogénies, c'est pas d'apprendre les groupes. Donc, quand je vous dis le groupe des deutérostomiens, le groupe des protostomiens, c'est un peu pour vous donner une idée de ce dont on parle à l'heure actuelle. L'important, c'est surtout de comprendre comment on a défini ces groupes. Et c'est ça le plus important. Parce que ça se trouve, avec de nouveaux fossiles, avec de nouveaux outils, on va pouvoir remettre en cause ces groupes. Et ça, les phylogénéticiens sont tout à fait propices à ce genre de révolution. C'est juste que le fondement phylogénétique était important à définir à la base. Yep. Alors, maintenant, oui. Là, on est toujours chez les métazoaires, c'est juste? Chez les eumétazoaires. On est toujours au sein des métazoaires, dans un groupe des eumétazoaires qui exclut les éponges et les placozoaires. Et au sein des eumétazoaires, on est dans un groupe qui s'appelle les bilatériens. Et au sein des bilatériens, il y a des deutérostomiens et des protostomiens. Alors, juste avant que tu continues, le protozoaire dans tout ça, il est où? Il n'existe plus. C'est un groupe qui a été également fait sur un caractère absent par rapport au reste des animaux. Et donc les protozoaires n'existent plus. Ouais, je m'attendais à une réponse comme ça. Très bien. Bon, moi, il me faut 5 minutes pour faire le deuil des protozoaires quand même. Tu veux qu'on le fasse en silence ou je continue à parler? Non, vas-y, continue. Bref, donc qu'est-ce qu'on y trouve dans ces grandes lignées des bilatériens? Eh bien, les deutérostomiens comportent des espèces assez connues, à commencer par nous, les humains, représentant d'un groupe beaucoup plus large appelé les chordés. Mais on y trouve aussi des étoiles de mer, des oursins et des concombres de mer dans les deutérostomiens. Les protostomiens, sans rentrer dans le détail, regroupent des animaux aussi divers que les mollusques, les vers annelés, les insectes et les crustacés. Alors hop. Minute papillon. Si les deutérostomiens regroupent les humains avec les oursins et les étoiles de mer, et qu'il s'agit d'un groupe monophylétique distinct des protostomiens. Je te vois venir. Est-ce que ça veut dire qu'on est plus proche en termes de parenté d'un truc qui pique et qui broute les fonds marins par rapport à une fourmi ou un poulpe au comportement 1000 fois plus complexe? C'est la question que je voulais te poser, justement. Et alors, quelle serait ta réponse? Je suppose que oui. Moi, j'aurais tendance à dire oui.
Eh ben oui, c'est ça. Ça y est, vous êtes enfin prêt à découvrir certaines claques que la phylogénie moderne s'est permise d'infliger à l'ego tout puissant de l'être humain. Ouais, effectivement, ça fait mal. Plus proche de l'oursin que du poulpe. C'est encore un truc à digérer. Allons-y, Fini. courageusement. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est vraiment. Moi, je me souviens, je pense que c'était ce regroupement des deux thérostomiens en groupe quand j'ai commencé à apprendre ces phylogénies. Le regroupement de Homo sapiens au sein des deux thérostomiens à côté des étoiles de mer, et surtout d'un concombre de mer. Ouais, alors surtout ça, effectivement. Celui que je trouve le plus insultant dans la Ça, liste. ça fait du mal, hein. Et c'est Belle quoi, leçon de modestie. quelle est l'innovation là qui forme ce groupe, qui nous Alors, rapproche tant que ça des oursins et des concombres de mer? donc, je te rappelle que c'est pas une innovation Ouais, qui donc détermine le groupe, l'ensemble. il y en Ouais. a énormément. Mhm. Grossièrement. Alors, pour les deutérostomiens, je vais te le dire, je vais sortir mon livre qui s'appelle La classification phylogénétique du vivant, parce que je ne m'en souviens pas Il doit y de avoir beaucoup de tête. pages dans ce livre, j'ai l'impression. Pas mal, pas mal. En effet. Alors, deutérostomiens, voir page 5, 524. Ça, c'est pas. 215. Excusez-moi. Fait. Pendant ce temps, j'essaie Wikipédia. D'accord. Alors, une des caractéristiques dérivées propres au groupe des deutérostomiens, c'est la bouche. C'est une formation secondaire, d'où le nom du groupe. Deutéro, secondaire, et stoma, bouche. Le tout premier orifice de l'embryon devient l'anus larvaire et le plus souvent reste l'anus de l'adulte. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que chez les protostomiens, au cours du développement, la bouche et l'anus soit apparaissent en même temps, soit la première chose qui apparaît, c'est la bouche. Tandis que chez les deutérostomiens, ce qui apparaît en premier, c'est l'anus, et ce qui apparaît secondairement, c'est la bouche, au cours des développements de chacun de ces animaux. Donc au niveau embryonnaire. Oui, exactement. D'accord, ok. Et Ouais. une autre caractéristique, c'est le squelette est interne, ce qui ne se vérifie pas donc pour les oursins et les étoiles de mer, ce qui veut dire que eux ont perdu la caractéristique squelette interne pour acquérir une nouvelle caractéristique avec un squelette externe, mais qui n'a pas la même composition que les squelettes externes des fourmis et autres animaux protostomiens. Donc l'oursin est dans le même groupe que l'Homo sapiens, mais il a un squelette externe et l'Homo sapiens a un squelette interne. Oui, il ne faut toujours pas perdre de vue qu'à chaque fois qu'on fait un groupe monophylétique, on évalue à quoi ressemblait l'ancêtre de tous ces animaux. Mhm. Mais au cours de l'évolution, ces animaux, ils continuent à changer. Nous, on est différent d'un gorille, on est différent d'un poisson. On a aussi accumulé des modifications par rapport à l'ancêtre de tous les deutérostomiens. Mhm. Donc, il y a des caractères qui sont des caractères homologues qui permettent, des innovations évolutives qui permettent de regrouper, mais qui sont ensuite perdus ultérieurement Mhm. par leurs descendants. Ouais. Ça, c'est pour les deutérostomiens. En gros, majoritairement, le regroupement des deutérostomiens dans un groupe monophylétique a été fait par la comparaison de gènes. Génétiquement parlant, c'est incroyablement très très clair que les deutérostomiens forment un groupe monophylétique. C'est-à-dire que si tu compares un gène d'un oursin, d'une étoile de mer avec le gène d'un homme et d'une fourmi, le gène de l'oursin et de l'étoile de mer va ressembler beaucoup plus à celui de l'homme qu'à celui de la fourmi. Ouais, ce qui est complètement contre-intuitif. Eh oui. Parce que, encore une fois, l'évolution n'a pas une direction privilégiée. Mhm. Ouais. Et que donc la phylogénétique qui retrace l'histoire sans détour du vivant ne va pas chercher à retrouver une complexité, elle va rechercher juste à retrouver l'histoire. Et ensuite, nous, on va voir ce qui s'est passé et déterminer et interpréter de genre, ah, bah là, il y a eu gain de complexité, là, il y a eu perte de complexité, etc. Mhm. Donc, c'est fini la place privilégiée d'Homo sapiens dans la nature. L'humain, il faut que tu l'acceptes. Tes cousins sont un peu gogoles, c'est des oursins et des étoiles de mer, et c'est ta famille proche à l'échelle des bilatériens. Il ne faut pas que tu lorgnes comme ça sur les poulpes qui ont l'air beaucoup plus classe. Non, non, on est beaucoup plus éloigné qu'eux que par rapport à ces organismes qui ne font que brouter des algues au fond marin. Ouais. Moi, je voulais m'acheter un de ces t-shirts qui dit 98% chimpanzé.
Je crois que je vais changer en fait. Il faut que je trouve le pourcentage de gènes en commun avec le concombre de mer. Ah oui, Ça devient plus drôle. ça peut être intéressant. Bon, alors pour finir, je mettrai à la suite de ce dossier une suite de jeux où je demanderai au lecteur de deviner entre différentes espèces qui est plus proche de qui. Je présenterai aussi des groupes qui n'existent plus dans la phylogénie moderne. Alors, spoilers, on parlera notamment de poissons, un groupe qui n'existe plus dans les phylogénies modernes, d'invertébrés, ça n'existe plus dans les phylogénies modernes, et même reptiles, qui n'existent plus dans les phylogénies modernes. Incroyable, mais est-ce que c'est toujours enseigné à l'école, cette ancienne manière de classer le règne? Normalement, non. Parce que moi, quand j'ai eu des cours de biologie, j'avais appris ça, reptiles, oiseaux, amphibiens, tout ça. Donc maintenant, a priori, un élève de 15 ans qui a un cours de biologie, on va plus lui enseigner ça. Ouais. En fait, moi je me suis acheté notamment un livre qui s'appelle Comprendre et enseigner la classification du vivant, qui est apparu en 2001 ou 2004 et qui présente les programmes enseignés du primaire jusqu'à l'université, présentant comment on réalise à l'heure actuelle des véritables classifications phylogénétiques du vivant. Donc normalement, il devrait même si, parce que demain, ça se trouve, on va trouver quelque chose qui va dire le groupe des protostomiens, en fait, il est scindé en 3 groupes différents. Ou bien, en fait, le groupe des deutérostomiens, il a quelques petites astuces. Bien sûr, quand les chercheurs arrivent et prétendent avoir trouvé que les deutérostomiens forment un groupe monophylétique, ils arrivent avec une batterie de preuves pour le faire. Et d'ailleurs, le groupe des deutérostomiens, c'est l'un des groupes les plus robustes à l'heure actuelle chez tous les animaux. Donc c'est vraiment un des trucs dont on est le plus sûr. C'est triste à dire, on est sûr qu'on est vraiment, vraiment, vraiment cousin des oursins. Bon. mais ça se trouve, il y aura peut-être des petites variations qui vont apparaître sur classifications phylogénétiques. L'important qui est enseigné à l'heure actuelle, c'est la manière dont ces classifications sont faites et surtout accepter que ces classifications soient remises en cause par l'apparition de nouvelles preuves et l'accumulation de nouveaux savoirs. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est depuis quand, plus ou moins, que cette classification phylogénétique a vraiment pris le dessus sur l'ancienne classification? C'est récent. Alors, en fait, oui, mais pas si récent que ça. Et c'est ça qui est extrêmement triste. C'est-à-dire que dès les années 60-70, on avait déjà accumulé énormément de modifications sur la classification phylogénétique. Et pourtant, ça n'a touché à l'heure actuelle le banc des écoles que dans la fin des années 90. En tout cas en France. Ouais, une dizaine d'années. Hein. Ouais. 10-15 ans. Ouais. En Suisse, je suis même pas sûr qu'on y soit arrivé, dans le canton de Vaud en particulier. Je vais vérifier tout ça d'ailleurs. Je vais aller shipper les manuels de sciences de mes enfants. Je vous redirai. Cool. Ouais, ça m'intéresse beaucoup justement de le savoir. Parce qu'en France, ça a été vraiment porté par une nouvelle mouvance de chercheurs et de profs qui voulaient vulgariser ça, et notamment surtout parce qu'il y avait pratiquement aucune excuse que des groupes comme des poissons, des invertébrés et des reptiles soient encore enseignés à l'heure actuelle. Voilà. Bon. En tout cas, j'espère que cette exploration de l'arbre du vivant vous a plu. Ah, moi j'ai trouvé ça absolument fascinant. Ouais, incroyable même. Non, mais incroyable dans le sens où je me dis que, voilà, pour tout le monde, un reptile, voilà, tout le monde sait ce que c'est un reptile, tout le monde sait ce que c'est un poisson, et tout le monde classe les animaux comme ça. Puis là, t'es en train de tout nous démonter. Et ouais, ça va être dur, comme on parlait dans le dernier épisode, du lamarckisme et tout ça, d'enlever ce côté transformiste, on appelle ça comme ça, le transformisme. Non, le transformisme, c'est bien, ça c'est cool. Ça s'oppose au fixisme des espèces, donc ça c'est très bien le transformisme. C'est l'hérédité des caractères acquis qui était difficile à comprendre. D'accord. C'est quand même difficile à enlever ça de la tête des gens, cette hérédité des caractères acquis. Et là, enlever la classification reptiles, poissons, oiseaux, tout ça, ça va être encore plus dur, j'ai l'impression. Ouais. Pas qu'un peu. Alors, les poissons, on les a répartis comment, par exemple? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? En fait, le poisson, c'est un exemple typique d'un groupe qui contient un ancêtre et seulement une partie de ses descendants. D'accord. Or, comme je vous l'ai dit, un groupe monophylétique, c'est un ancêtre et tous ses descendants.
Ok. L'ancêtre des poissons actuels a donné tous les poissons, tels qu'on les envisage maintenant, mais aussi l'humain, les tétrapodes, les amphibiens, etc. D'accord. Donc, si on devait vraiment, véritablement appeler un groupe monophylétique poisson, on devrait être, nous, des poissons. Ok. Par contre, il y a des groupes qu'on appelle des poissons cartilagineux, avec les requins, les raies et tout ça, qui sont différents des groupes des poissons osseux, etc. Le Mhm. sélacanthe, c'est pas un groupe, c'est pas une espèce qui appartient au groupe des poissons osseux. C'est un groupe, à vrai dire, un poisson, c'est-à-dire il a la morphologie du poisson telle qu'on a envie de la cuisiner dans notre assiette, mais pourtant il est plus proche de l'humain que des poissons osseux ou des poissons cartilagineux. Ah ouais, d'accord. Le sélacanthe, c'est ce fameux poisson préhistorique qui existe encore aujourd'hui, c'est ça? C'est-à-dire un poisson qu'on retrouve à l'heure actuelle et dont la morphologie a peu changé par rapport aux fossiles qu'on trouve. Voilà. Il faut faire très attention aux termes qu'on utilise. Ouais, absolument. Ouais. D'accord. Et puis les oiseaux? Alors les oiseaux, le problème, c'est qu'ils devraient être contenus dans le groupe des reptiles. D'accord, les oiseaux sont des dinosaures. Exactement. Et comme on considère que les dinosaures sont des reptiles, les oiseaux devraient être également des reptiles. Or, c'est pas le cas. Dans la définition de ce qu'est un reptile, les oiseaux en sont exclus. Du coup, le groupe des reptiles ne présente qu'un ancêtre et une partie de ses descendants, en excluant de manière arbitraire les oiseaux. Ok, qu'est-ce qu'on a fait alors? On a regroupé les deux catégories? Alors, on a fait des nouveaux groupes. Oui, alors, les oiseaux, à l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a plus de dinosaures. Si on prend uniquement les espèces actuelles, ils se regroupent avec les crocodiles et forment le groupe qu'on appelle les archosaures. Ok. Archosaure. Ça le fait quand même, c'est classe. Ouais, carrément. Et donc, si tu veux voir tous les reptiles à l'heure actuelle, ce qu'il faut, le groupe dans lequel il faut que tu les représentes, c'est le groupe des. Bah, tu peux pas le représenter en fait. C'est bizarre parce que sinon tu devrais prendre les mammifères et les oiseaux. Donc c'est un groupe qui ne représente pas l'un ancêtre et tous ses descendants. Tu comprends? Ouais. Voilà. Bon, bref, ça, je vais vraiment le détailler pas à pas sur le dossier pour que les choses ne soient pas laissées au hasard. Ouais, ben moi j'avais absolument aucune idée de cette phylogénétique. Alors là, aujourd'hui, je suis. Ouais, j'ai appris quelque chose. C'est cool. Je n'avais pas du tout conscience. Super. Alors là, si c'est le cas, je suis ravi. Ouais, moi aussi. Non, moi j'étais resté aux poissons, reptiles, amphibiens et compagnie, quoi. Mais je savais même pas qu'il y avait une nouvelle manière de classification, basée sur d'autres critères et tout ça. C'est basé généralement sur les mêmes critères. La chose qui change, c'est la manière dont on les cherche et la manière dont on les utilise pour faire des groupes. Ah, alors moi j'avais pas compris exactement comme ça. Parce que tu as dit que l'ancienne classification, en fait, quand on parlait de reptiles, on dit voilà, c'est un reptile parce qu'ils ont tous la peau écaillée. Il y avait un certain nombre de points communs chez les animaux qui nous permettent de classer en tant que reptile. Par contre, dans la phylogénétique, là, comme tu l'as dit, on se base sur une innovation évolutive ou plusieurs innovations évolutives qui font apparaître un nouveau caractère. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même complètement différent. Oui, mais c'est la manière dont on peut prendre le caractère écaille pour travailler dessus en phylogénie. On a le droit de le prendre. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on utilise les mêmes caractères. Le problème, c'est qu'on se pose la question de savoir s'ils sont issus d'une innovation évolutive ou s'ils sont ancestraux. D'accord. C'est tout. Au passage, quand même, ils étaient un peu débiles, les gens, de ne pas remarquer que la plupart des pattes des oiseaux avaient des écailles. Et donc, c'était une innovation évolutive à la base du groupe oiseaux-reptiles qui a été maintenue chez les oiseaux. Mais c'est juste que la plupart de leurs écailles ont acquis une innovation évolutive importante, celle de former des plumes. Ouais.
Ouais, dont on sait aujourd'hui que certains dinosaures Voilà, exactement. étaient également munis. Bon, puis je pense qu'on a dû se planter aussi à cause d'autres caractéristiques. Les reptiles avaient la réputation d'avoir le sang froid, non? Exactement. Et Maintenant, les tu peux oiseaux plus faire ont ce le groupe. sang chaud. Eh oui, à 42 degrés Celsius. Ah ouais. Ouais, donc ça dépend vraiment de ce qu'on regarde. Effectivement, je pense que c'est en se posant la question que à chaque fois qu'on a une chance de faire une classification qui fasse sens, quoi, qui tienne la route. Ouais. Euh, Tout ce que je voulais dire pour répondre à Mathieu, c'était juste que les critères, on peut utiliser les mêmes. C'est ouais, c'est juste que ça. On on doit les juste se utilise demander si différemment. c'est les bons, quoi. Ouais. Mhm. Voilà, c'est ça. Ouais. Eh ben, voilà qui était fascinant. Vraiment épatant. Bon, on a l'air un peu fatigué comme ça. Il faut, il faut qu'on dise à nos auditeurs que là, on vient d'enregistrer d'un coup les 3 volets du dossier. Donc Les- ça fait 3 heures et 42 minutes en fait Oh, putain, qu'on est en train de parler. j'arrive On pas à y arrive croire. un peu, ouais, on arrive un petit peu sur les rotules à la fin du 3e volet du dossier. Mais bon, c'était vraiment fascinant, c'était vraiment génial. Merci infiniment. Ah bah, je vous remercie aussi. Je vais dormir maintenant. Ouais, nous aussi. Enfin, pas avant quand même la quote qui va Ah, bien sûr. Alors oui, ben à nouveau, une quote que tu nous avais envoyée, Pierre, il y a quelque temps. Une quote de Richard Dawkins. Mhm. Je vais la dire en anglais. Alors, si c'est professeur Fun qui l'a traduit, essaye de la noter parce qu'elle est un poil long. Non, non, je vais le faire pour cette fois parce que c'est moi qui les traduis. Donc tout va bien. D'accord. sauve la vie. Alors, backward chronology in search of ancestors really can sensibly aim towards a single distant target. Go backwards and, no matter where you start, you end up celebrating the unity of life. Donc ça donne en français. Parcourir notre chronologie à l'envers à la recherche d'ancêtres n'est voué qu'à trouver une très lointaine cible. En remontant le temps, quel que soit le point dont on part, on finit toujours par célébrer l'unité du vivant. C'est beau. À méditer. À méditer. Bon, moi, je viens juste de mettre la charrue avant les bœufs et la quote avant l'actualité de Pierre. Et je m'en excuse, mais Pierre, avant de nous quitter, tu nous dis quand même 2 mots sur ton actualité. Donc là, au moment où on parle, tu es à New York encore, Ouais, chercheur en génétique évolutive. tout à fait, toujours Voilà, postdoc, exactement. jusqu'à vendredi, le 26, et le dimanche 28, je quitte New York définitivement, je vais pleurer beaucoup, hein, pour retourner en France, dans lequel je vais devenir maître de conférence. La classe. Félicitations. Félicitations. Merci. Dans une université parisienne. Université Paris 7. Paris 7. Ok. Voilà. Magnifique. Donc tu démarres à la rentrée, puis tu vas enseigner. Tu sais ce que tu vas enseigner? Alors, je démarre. Donc, je suis dans la section biologie des organismes, Mhm. sciences du vivant, bien sûr. Et je démarre le 1er septembre parce que, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un maître de conférence, c'est à la fois un presque prof, on va dire, un assistant professeur, mais également un chercheur. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas et on fait toujours de la recherche. Donc, moi, je vais retourner dans mon laboratoire de thèse, dans lequel j'ai fait ma thèse et que j'avais adoré. Donc c'est pour ça que je retourne dans ce laboratoire pour continuer des recherches que j'avais abandonnées à l'époque et pour continuer avec des idées fraîches après 2 ans de postdoc. Et ensuite, j'ai aussi des enseignements à donner. Donc c'est notamment de la zoologie, de l'évolution et notamment l'histoire de la classification du vivant que je vais enseigner cette année. J'espère que justement c'est une petite mise en jambe Ouais. d'avoir fait ce podcast. D'accord. Bon voilà, c'était l'overview pour les néophytes. J'imagine que ce sera un peu plus détaillé Ouais, je suis à peu près sûr pour qu'il va tes falloir étudiants. revenir aux bases. Ouais, ouais. Ouais, tu pourras, avec mes questions bébêtes, tu pourras anticiper les questions de tes étudiants comme ça. Alors, comme je m'en suis entraîné à toujours dire tout le long de ma vie, et surtout ma vie d'enseignant, les questions biaites, c'est le moteur de la recherche. Ouais, y a pas de question bête en fait. Ouais, c'est ce qu'on dit. Eh, excellent. Peter, encore le temps de t'occuper de ton blog? Ouais, je suis à peu près sûr qu'il va falloir revenir aux bases. Ouais, ouais. 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 Ouais, excellent, Peter, encore le temps de t'occuper de ton blog?
Il y a intérêt. Bon, donc c'est pas la mort de Saft. Non, ça a été le ralentissement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiétés du ralentissement de Saft de ces dernières semaines. C'était notamment pour préparer ce dossier. Ouh. Alors là, on a mauvaise conscience. Ah bah non, maintenant j'ai 3 articles faits. J'ai mes anciens collaborateurs qui finalement commencent à revenir. Carrément des nouveaux collaborateurs qui se mettent à publier sur mon site. Non, tout va bien. C'est juste, de toute façon, au mois d'août, généralement, il y a toujours un gros creux. Donc, c'était le moment opportun pour faire ça. Et ça va devenir une référence systématiquement que je parle de classification phylogénétique. Donc, au contraire, je vous remercie, moi, de m'avoir posé ces questions que tu juges à tort bêtes, Mathieu. Non, je sais qu'il n'y a pas de question de bête. J'ai dit ça comme ça pour pas être trop prétentieux. Ouais, enfin bon, de toute façon, maintenant que tu fais partie officiellement de la famille des concombres de mer et des oursins, il n'y a plus de quoi être prétentieux. Il n'y a plus de prétention qui fasse là maintenant. Exactement. Voilà. Et puis sinon, tes autres projets, Strip Science, ça avance? Alors, spoiler, parce que ça apparaît, c'est censé apparaître en septembre. D'accord. J'espère que ça va marcher. Moi, j'ai mis énormément d'énergie. Le problème, c'est que déjà, je le fais de loin, donc c'est difficile de trouver des dessinateurs qui veulent rejoindre le projet. Pour info, donc Strip Science, ce serait l'idée de faire une plateforme de vulgarisation scientifique à l'aide de dessins, d'illustrations et de blogs BD. Et donc ça avance, on a une bannière qui est en train de se faire, on a des premiers articles illustrés totalement inédits qui vont apparaître la première semaine. L'idéal, bien sûr, ce serait que des grosses pontes de la BD francophone se rejoignent au projet pour pouvoir nous soutenir. Si quelqu'un comme Boulet et Marion Montaigne nous entendent, ils peuvent faire revenir Strip Science pour pouvoir porter ce projet au sommet. Bon, l'appel est lancé. Et puis, Café des Sciences, du nouveau? Le Café des Sciences continue avec la version 2.0 en septembre. Avec beaucoup de projets qui se rattachent maintenant au Café des Sciences, dont des projets beaucoup plus sérieux et politiques. Notamment, il y a le projet de créer un blog et probablement une série de questions à poser aux candidats à la présidentielle française. Ah, génial, excellent. Ça va être chaud bouillant, ça. Ça me plaît beaucoup, ça. Voilà. Ouais, bon, on savait déjà pas pour qui voter, ça va pas s'arranger. Voilà, on va poser des questions qui fâchent, comme quelle sera votre politique en termes économiques, quelles seront vos démarches pour améliorer l'éducation en France, etc. Les budgets de la recherche, ce genre de choses. Voilà, on va essayer d'être précis et dur. Ouais. Bon, magnifique. Ok, ainsi s'achève donc le dernier épisode de la première saison. Et s'achève aussi la trilogie de Topo, on va l'appeler comme ça. La trilogie de Topo, ouais, ça me plaît. Ça me plaît. Comme ça, ce dossier va entrer dans la légende. Merci. Pour information, c'est le numéro 52. Donc, on a déjà passé la dernière session. C'est le premier de la première session. De la seconde session. Alors, si j'ai tout bien suivi, c'était le numéro 51, celui-là. Ah, d'accord. C'est moi qui me trompe. Numéro 51, mais qui doit être diffusé un tout petit peu après l'anniversaire de Podcast Science. Alors effectivement, si c'est première ou deuxième saison, je sais pas, mais enfin on va considérer que c'est le dernier. On s'achève. C'est comme la définition. Pardon, excuse-moi, je te coupe la parole. Vas-y. Non, je disais, c'est comme la définition du vivant, c'est flou quand on va sur les limites. C'est dur. Ouais, exactement. Mais bon, avec un dossier aussi mythique, il faut marquer le coup. On va dire que après ça, c'est une page qui se tourne. Podcast Science doit se renouveler. C'est ce qu'on va essayer de faire d'ailleurs l'année prochaine. On n'a pas vraiment prévu de nouvelles formules, mais on va accueillir un nouveau chroniqueur. C'est Marco, le passionné d'évolution. Très bien. Qui était déjà, qui avait participé une fois à l'émission, qui nous avait préparé un petit dossier, d'ailleurs, qui nous avait bien dépanné quand on avait été lâché à la dernière seconde et puis on n'avait pas de sujet. Et puis là, il va revenir avec une petite chronique régulière, ce sera une fois par mois. Ça portera sur l'évolution. Et puis, j'ai eu l'occasion de voir à quoi ressemblera la première. C'est super. Cool. C'est vraiment cool. Ouais, on se réjouit beaucoup. Donc, voilà. Cette fois, on en reste vraiment là pour cette fois. Ouais. Ok, parfait. Encore merci Pierre. Et à tout bientôt. Et bonne chance pour ton retour en France.
J'y tâcherai. Bon voyage, on croise les doigts. Et puis à tout bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao.